Bonjour et bienvenue dans le Café des écrivains. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de retrouver en interview Elisabeth Groeli. Bonjour Elisabeth. Et bonjour Coralie. Bonjour, bonjour. Je Je suis suis au Pays au Nord. oui, comme moi, je suis ravie sincèrement de pouvoir t'avoir en interview aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais savoir si tu voulais devenir écrivain quand tu étais petite. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ma grand-mère écrivait beaucoup et elle me lisait ses textes. Mon autre grand-mère m'a appris à lire et à écrire, surtout à écrire, à partir de petites lettres qu'elle mettait dans des enveloppes, qu'elle découpait dans le journal. Et pour moi, c'était fantastique. Ces lettres, ces signes, ces caractères. Et je savais lire avant de rentrer à l'école, d'entrer à l'école, d'intégrer l'école. Mhm. Euh, C'était des moments, certainement, qui ont, c'était des semences pour pouvoir écrire plus tard. Et j'ai commencé à écrire simplement en 2010, quand je suis partie à la retraite. C'est un bien vilain mot, les Italiens disent en pension. Et mais pour des raisons précises que je vais expliquer. D'accord, ok. Mais en tout cas, c'est très joli. L'histoire de tes deux grands-mères, elle est vraiment formidable. Je pense on aimerait tous avoir des grands-mères qui ont pris autant soin de nous comme ça. C'est très beau, c'est très touchant. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des livres? Alors, les rencontres, des rencontres de gens essentiellement, des rencontres fabuleuses. J'ai fait pendant mon métier des projets européens. Je suis partie en Italie pour rencontrer un auteur italien de taille, né en 1921, Oui. qui avait beaucoup édité, publié en Italie. Je ne parlais pas sa langue. J'ai commencé à apprendre l'italien avec mes élèves et le principal du collège m'a dit « Madame Grély, vous partez ». Et nous avons rencontré cet auteur. Voilà une rencontre. Une deuxième rencontre qui est antérieure à celle-ci, c'est un auteur qui s'appelait Pierre Magnan, qui est connu, Mhm. qui a écrit beaucoup de polars et qui me disait toujours oh, Elisabeth, vous d'abord et puis tu ensuite, si tu Mhm. écris un jour, faut que tu écrives un polar. Si tu te casses le nez, ce sera bien fait pour toi. Tu pourras plus rien écrire si tu réussis. La porte était ouverte. Voilà, Ah ouais, ce quand même. sont des histoires d'hommes et des rencontres. Et puis, il y a d'autres rencontres dans un livre comme celui-ci qui sont très, très riches. Euh, des découvertes de manuscrits, de carnets de soldats de la guerre de 15 en italien, de soldats italiens. Je dis de la guerre de 15 parce que les Italiens sont entrés en guerre en 1915. Mhm. Euh, Découverte de documents et de rencontres qui ont fait. Et là, j'ai terminé un dernier bouquin. C'est le fruit de rencontres que j'ai faites en Angleterre. Alors là, c'est bon, il n'y a pas de bouquin pour l'instant. J'ai bien répondu. J'ai bien répondu. Oui, 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 oui. Ah oui, 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 très bien. Non, au contraire, c'est très riche en fait. Tu pars du même principe que moi, c'est que les rencontres pour un auteur sont l'essence même de notre passion en fait. Sur quel sujet as-tu commencé à écrire donc? Et pourquoi? Donc là, tu viens de me le dire, c'était donc sur un polar alors. C'était un polar et sur un lieu que j'aime beaucoup parce que nous y avons vécu longtemps. Ce sont les Alpes de Haute-Provence, le triangle Banon, Fort-Calquier, Man et on va ajouter la montagne de Lure que je connais bien et que connaissait très très bien Pierre Magnan. Mmh. Et c'est un livre posthume parce que quand il est mort, j'ai sorti le livre. Alors je n'écris pas comme lui, mais ses lieux de prédilection, ce sont les mêmes que je connais bien parce que Pierre Magnan, comparé à Giono, c'est un sentier, il nous propose un sentier GR dans la montagne de Lure. Giono, immédiatement, il y a la magie, le rêve, et on ne sait plus où on est, c'est bien. Oui, oui. Pierre Magnan, lui, a le bâton à la main, le sac à dos, et voilà pourquoi j'ai écrit c'est parce que c'est un hommage posthume qui est à la fin du livre d'ailleurs. D'accord, OK. Ça, c'est le premier livre. Retour en terre sèche, qui a une histoire au niveau de l'éditeur, c'est assez amusant. OK. Être écrivain pour toi, c'est un métier ou bien une passion que tu as envie de partager avec, les lecteurs? Alors, c'est pas un métier.
Si l'écrivain réussissait, on le saurait. C'est pas un métier. J'ai heureusement été prof et être écrivain, moi je dirais, dans les ateliers d'écriture, les divers ateliers d'écriture, on dit écrivain. Mhm. Bon, non, c'est pas un métier. Pour moi, ce n'est pas un métier. Ça a été un métier du temps de Sagan, de bon. Aujourd'hui, tout le monde écrit. C'est une passion, c'est un moyen de vivre sa vie autrement. Oui, tout à fait. Donc, tu pars du principe que tout le monde a la possibilité d'écrire, en fait. Oui, la possibilité L'envie avec ses moyens. avec Hein. ses moyens, tout à fait. Et c'est pour ça que ça fait florès, l'écriture, les livres. Bon, et c'est pour ça qu'il y a des maisons d'édition qui sont douteuses, hein, qui s'emparent des gens qui veulent publier. Oui, Mhm. voilà. Oui, Voilà. ça, c'est vrai on connaît pas mal de cas. As-tu d'autres passions que l'écriture? Ah oui, beaucoup, beaucoup. La musique, le théâtre, faire des conférences, Mmh, partir sac à dos et surtout passer la frontière. Hein. Ça, c'est ma passion. Et rencontrer l'autre. ouais, Ah oui. Ah, l'auteur italien me disait toujours euh, sac à dos et via via. oui, oui, bah, en fait, je te comprends tout à fait. Moi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est pouvoir justement, aller dans d'autres pays pour aller rencontrer d'autres cultures, hein. Aller découvrir oui, voilà, aller S'enrichir, découvrir l'autre. s'enrichir d'autres cultures. Hein. Oui, On s'enrichit toujours au contact des autres de toute façon. oui, c'est Sinon, exact. on meurt sur tige. Hein, on meurt sur Mmh, tige. Oui, si, j'ai une autre passion. J'élève des élébores et des jacinthes et des petits-enfants. et des petits-enfants, d'accord. Non, peut-être pas le bon, mais bon. 2 passions, enrichissantes, mais un peu fatigantes. Oui, un peu. Mais enfin, nous sommes nombreux. Oui, j'imagine. Pour toi, quels sont les bons ou les mauvais côtés du métier, enfin, du métier ou de la passion de l'écriture, de l'écrivain? Le mauvais côté, c'est pas moi qui dois le dire. Moi, j'embête tout le monde. Hein. Si je dois écrire, j'écris. Oui, Bon. J'embête tout le monde. Hein. Bon, mais c'est comme ça. C'est comme oui. ça. Ça, c'est Donc, le mauvais côté, mais pour celui qui le subit. Hein. oui, Le voilà. bon côté, le bon côté, c'est que l'écriture, c'est pas. Je vais en parler du moment, hein, parce qu'il faut un moment matériel pour écrire. Mmh. Mais c'est que c'est quelque chose qui nous habite, l'écriture. Hein. Je Oui, vais marcher dans mon kilomètre autorisé, je pense, j'écris, j'ai mon téléphone, j'ai que ça, j'ai ma carte d'identité, mon attestation et mon téléphone. Hop, j'écris en marchant, au risque de me casser le nez. J'écris quand me viennent les idées. Bon, je viens d'envoyer justement un petit manuscrit sur les paroles de l'attente. Ça s'appelle mmh, comme ça, paroles de l'attente, pendant le premier confinement. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un texte. Donc voilà, c'est marcher, écrire et si je réponds à ta question, hein, j'embête les autres, le point négatif. Le point positif, c'est que je suis toujours on the go, hein, sur, sur la route pour écrire. d'accord, OK. Donc, bah, justement, donc tu viens de répondre à la question, donc c'est plusieurs questions en une, c'est où écris-tu, à quel moment de la journée et combien de temps consacres-tu à l'écriture? Donc, on a déjà En bon, gros, en gros, 3 heures par jour. Je me lève à 4h30 pour écrire. Hein. Sinon, vers 7h30, la maison se réveille. Bon, et puis c'est plus pareil. Donc 4h30, c'est une bonne heure. Je déjeune. 5h moins le quart, je suis sur le canapé, les pieds en l'air, euh, sur la table et l'ordinateur sur le ventre. C'est peut-être pas ça, mais je mets un coussin. Bon, enfin, c'est un peu loufoque, mais c'est comme ça. Hein. Donc oui, à peu près 3 heures par jour, tous les jours. C'est une astreinte. Euh, non, c'est pas une astreinte, c'est pas une contrainte. Pour moi, c'est le moment. Je peux élargir ce moment mmh, précieux mmh, de la nuit où j'ai quitté la lune le soir, elle est à ma gauche, elle est à l'est, et le matin, je la retrouve en ouvrant mes volets, elle est sur moi, un peu à droite, un peu vers l'ouest. Ce moment, je sais que j'ai un ami italien très, très, très cher qui est photographe à l'Institut militaire hein, ouais, du ciel, photographe du ciel, qui mmh, lui rentre à 4h30, 5h, et hop,
je vois son message. Et c'est toute une vie, cette vie qui commence, l'écriture, ce ciel qui est encore noir, mais qui est éclairé par cette lune qui me suit. Et bon, je la suis aussi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu sur les lieux, le Oui, moment? en fait, ce que tu dis, c'est vraiment magnifique. En fait, c'est pas, tu t'es pas imposé un rythme, il s'est imposé de lui-même quelque part. Oui. Parce que je pense que on ressent que pour toi, c'est vraiment le moment idéal et essentiel pour que tu puisses écrire, hein. On sent que c'est devenu un besoin quelque part. C'est un rite, hein, Oui, voilà. et qui n'est pas du tout contraignant, pas du tout contraignant. Et je tourne en rond quand je suis à l'étranger. Alors, Oui, j'ai ma tablette. Alors, c'est absolument chiant d'écrire sur une tablette. J'ai un cahier. À l'étranger, je me mets dans la chambre, j'écris, mais c'est pas pareil. oui, non, je te comprends tout à fait. Donc justement, donc tu préfères travailler sur papier ou sur ordinateur, donc tu préfères l'ordinateur quand c'est possible. L'ordinateur, parce que ça va vite, hein, ça va vite et c'est un gain de temps. Je laisse sur papier, je laisse des traces sur papier parce que j'aime bien le crayon 4B, j'aime bien le stylo plume. Il y a toute Mm. une relation très affective avec ce genre d'outils et d'objets. J'aime bien le cahier, j'en achète constamment, c'est mon luxe. J'achète des mines de plomb nues, c'est mon luxe. Mm. Euh, donc j'aime aussi le papier, mais l'ordinateur, c'est la vitesse et la performance immédiate, hein. Il faut Oui, avancer. Ça, c'est je fais rire autour de moi, mais il faut avancer. oui, oui, je comprends tout à fait. On va parler de tes livres. Donc, quel est le titre de ton premier livre et quand l'as-tu publié? Retour en terre sèche, il est édité en Belgique chez un éditeur qui s'appelle Murmure des Soirs. Oui, Ce premier livre, je l'avais envoyé en Belgique parce que j'aime bien sortir de la France et j'attendais plus de réponse parce que 6 mois étaient passés, 7 mois. Et un dimanche soir, l'éditrice qui m'appelle et qui me dit « J'édite votre livre ». Alors c'est un hommage à Pierre Magnan, un auteur que j'ai connu assez longtemps, qui me voyait, qui me tutoyait après, qui me dit Elisabeth, il faut écrire, si tu écris un jour, ce sera un polar pour réussir. Si tu te casses le nez, tu n'écriras plus rien du tout. Et quand il est mort, quand il était malade, j'ai commencé à écrire ce livre sur ses terres de prédilection qui sont la Haute-Provence, oui. la montagne de Lyon. Et c'est un polar pur et dur, avec à l'intérieur un clin d'œil et un hommage également aux résistants, à 2 résistants que j'ai côtoyés longtemps, notamment un qui est dans le livre et que j'aimais beaucoup. D'accord, ok. Ça, c'est très beau, c'est très beau. On sent que c'est quelque chose qui te touche profondément. Oui, oui. Bon. Alors, est-ce que tu pourrais me parler de tes autres livres, s'il te plaît? Alors, la même année de parution, alors j'ai commencé l'autre, le polar, j'ai été enseignante d'anglais, mais j'ai fait des projets européens pour avoir des sommes d'argent conséquentes pour mener les élèves. Mhm. C'était des projets particuliers où tout le monde travaillait sur le projet Mhm. italien. Quand je suis partie à la retraite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'ai engrangé avec ces élèves, des rencontres? Et j'ai écrit ce livre et la Piave murmure, Mhm. D'accord. qui a été traduit par une Italienne Ok. et publié par une maison d'édition italienne, la Conti Editore. D'accord. Euh, 4 générations d'hommes italiens qui ont passé la frontière. Mhm. Pour chacune des générations, je voulais montrer dans ce livre combien en 4 générations on perd son italianité. La première génération, c'était un soldat de la guerre de 15. Mhm. Hein. J'avais eu son carnet de route lorsqu'il avait été envoyé sur le Carso dans l'est de Mhm. l'Italie, guerre de montagne. Le deuxième, c'était le témoignage que m'avait livré Mario Rigoni Stern, qui était l'écrivain italien que j'avais rencontré avec mes élèves. Mhm. La 3e génération, c'est la mienne. La 4e génération, c'est la génération de mon fils, qui vit à Paris. C'est pas Paris hein, qui me chaîne, Oui, mais oui. qui a perdu son italianité.
Et il y D'accord. a des lettres très très belles. Et quand je fais des présentations de livres, je les fais avec un ami italien. Mmh. Il lit toujours en italien cette lettre-là. Ouais. Lettre à... J'étais un peu longue. Alors, peut-être, oui, il se trouve sur un peu partout. Hein. Mmh. Il se trouve que ce livre est douloureux parce que l'éditrice que j'aimais beaucoup, j'ai voyagé en Italie énormément, est morte d'une tumeur au cerveau et je ne sais pas ce que va devenir la maison d'édition. Ah, je suis désolée. C'était vraiment quelqu'un de remarquable. D'accord. On se retrouvait dans des points d'Italie et on était ensemble. C'est un livre auquel je tiens vraiment. J'ai D'accord. répondu là. Oui. Donc tu en as d'autres? Tu en Alors, as d'autres? je voulais essayer le polar. Le polar, oui. Je voulais essayer le roman noir. Ce qui Oui? m'intéresse dans un polar ou dans un roman noir, c'est la psychologie des caractères. Pourquoi on Oui. en arrive là à un point de cassure et de rupture à un moment donné? Ça vient pas comme ça. Il n'y a pas toujours qu'une raison de vengeance pure. Non, il y a Oui, tout un tout à fait. changement de caractère. L'enfance intervient, le passé intervient. Et là, j'ai écrit à Grand Rhône. Ouais. Le Rhône alors, il faut que je prononce Rhône, alors que Oui, je suis je dis à Grand Rhône. oui, Euh, c'est pas le Rhône de Lyon, c'est le même, hein, c'est celui qui va se jeter dans la mer et qui se trouve à côté d'Arles, entre Arles et Mastibert. d'accord. Euh, il y a là le Grand Rhône qui est calme. Devant, il y a tout un tas de fermes que l'on appelle des masses, des petits masses, hein, des petits. Et devant, il y a la route. Et entre les deux, il y a une digue, parce que le Rhône est furieux par là. Et Oui, là, dans cette petite maison, il se passe des choses. Il peut se passer des choses. Et c'est ces choses-là que je relate là-dedans, fiction bien sûr, mais sur fond de réalité. J'écris toujours en utilisant l'histoire. Je suis une passionnée d'histoire. J'utilise l'histoire H, un grand oui, H, oui, avec un grand de H. la France, et surtout notre histoire commune Oui, européenne. Là, alors, quelle différence je fais entre un polar et un roman noir? C'est qu'ici, c'est une personne de la famille qui mène son enquête. d'accord. Le premier, c'est un commissaire parce que je voulais absolument travailler comme avait travaillé Pierre Magnan. Euh, donc voilà, à Grand Rhône, qui est une histoire très noire. D'accord. OK. OK. Et Je peux donner un détail là-dessus. oui, Euh, quand on écrit un polar ou un roman noir, c'est pas, on s'en tient pas au cadre roman noir, horreur, mmh, hein, et psychologique. Euh, je me souviens avoir présenté comment dire, dans une présentation de livre euh, l'idée suivante. Dans un chapitre, la fille suit quelqu'un. Elle suit un homme, on est en plein hiver, et elle observe son déhanchement. mmh, Elle observe ses fesses. Alors, dans l'assemblée, on me dit, mais vous pouvez écrire là-dessus? Mais pardi que je peux écrire là-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais faire ressortir. La psychologie des personnages compte avant tout. Et travailler ceci dans tous mes livres. Hein. Voilà, est-ce que je m'arrête là? Est-ce qu'il y en a d'autres? OK. Donc vas-y, continue, présente-nous, Alors, ça, c'était un éditeur des Baux de Provence. Alors, ensuite, il y a, je ne sais pas dans l'ordre, oui, dans l'ordre, il y a un bouquin auquel je tiens, qui est alors, il s'appelle Vous êtes d'où? De Boucs, ça s'entend. oui, C'est une histoire extraordinaire hein, que nous avons écrite euh, à 26 personnes qui se sont trouvées dans une école communale entre les années 50, dans les années 50. d'accord. Le livre, j'avais envie d'écrire ce livre. J'ai commencé à écrire 40% du livre et je passe un jour sur la place, on me regarde, on me mate. Tu es la fille Fabre, toi? Oui, pourquoi? Et toi? Et ah bon, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ben, j'écris. Ça t'intéresse? Ben, viens écrire avec moi. Et comme ça, alors, il y a des gens de Paris, il y a des gens des Charentes, il y a des gens d'un peu partout qui ont écrit dans ce livre. Ils étaient élèves avec moi dans les années 50. D'accord, c'est super. Et alors, on m'a écrit de différents endroits de France en me disant, mais vous racontez ma jeunesse.
forcément. La grille 50-70 était la même, hein, Ouais. qu'on voit au nord, à l'est, ces pauvres années 50 hein, qui ont subi. Alors pourquoi années 50? Parce qu'on se trouve tous, j'avais des Allemands, des Italiens, un Anglais, j'avais des Sénégalais, j'avais un Russe, et j'avais des gens qui rentraient de Tunisie parce qu'il y avait eu l'indépendance. Mhm. Et tout ça, c'est une espèce de melting pot, hein, on ne le Ouais, dit ouais. pas en peu, Oui, en tout à français on fait. dit creuser. Hein, bon. euh, on fait que c'était très riche. Euh, c'est ce que je voulais faire ressortir. Ensuite, il y a ces gens qui entrent. Ensuite, il y a 65, on a 15 ans, on va danser. Il y a les Beatles qui se mettent au milieu, c'est la télé qui commence, on bouge beaucoup, on a des booms à droite, à gauche. Il y a 68 qui fait éclater le tout. Et puis en 70, on va tous se marier à droite, à gauche et on ferme. Voilà pourquoi c'est une grille de lecture qu'on peut avoir partout. Et D'accord. c'est un livre qu'on a beaucoup aimé, on l'a présenté, c'est vendu énormément. Et alors ce livre a été traduit en italien Oui, d'accord. l'année 2019, oui, Oui. l'année dernière, et présenté en Italie. Alors bon, si on voit, là c'est moi en 58, avec le Papa Noël à la sortie de l'école, je ne sais pas Oh, tu es toute si on mignonne avec ta voit. petite écharpe blanche. Oui, voilà, mal fagoté comme on pouvait l'être dans ces années-là. Hein. Non, non, tu n'as pas porté les mocassins avec les petites chaussettes blanches comme ma mère me forçait à porter. C'est parce que tu es plus jeune, Coralie. Moi, j'ai porté ça plus tard. D'accord. Le kilt blanc au lycée, bon, Voilà. N'est-ce au pas? lycée de Châtilly d'Aix-en-Provence, qui n'était Mm. pas une mince affaire. Hein. Oui, oui, oui. Donc, j'ai Bon. fait la même. Après, donc, dis-moi, je sais qu'il y en a Alors d'autres qui sont après comme ça. tu sais, le polar m'intéresse beaucoup. Le polar, j'aime la psychologie. Et alors, celui-ci, euh, La maison de Bouc, Pierre a bâti. C'est Mm. construit, si tu veux, sur une comptine que tout le monde connaît. Il y avait du blé dans le grenier, la souris a mangé le blé, le chat a Mm. et ainsi de suite. Et j'ai voulu prendre les termes dans le titre de la comptine. Euh, Oui, ok. et là, mon intention était de mettre en scène un homme, hein, Mm. deux hommes, il y a le portrait de deux hommes, un homme que j'aimais beaucoup, qui Mm. est, qui est le personnage principal, qui est celui qui mène l'enquête plus ou moins. Hein, il la Mm. mène, bon, il veut comprendre pourquoi. Et il y a des portraits, il y a un portrait d'homme que j'ai absolument soigné. Mm. Euh, alors, celui-là et le petit noir, hein, le premier, j'ai Mm. soigné les portraits d'hommes au point d'en tomber amoureuse, hein, là et là. Ce sont des portraits, mais à la fin, je me dis, mais est-ce bien la réalité? Forcément, j'ai caché derrière hein, des Mm. personnes que j'aimais beaucoup. Ça, c'était le dernier. Puis après, il y a les deux. Et effectivement, nous arrivons en nombre 7 de très beaux livres édités par nombre 7 qui s'appellent en 2019 Les épuisements. D'accord, ouais, j'avais de. Faut-il en parler? Faut-il en parler? Oui, 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 oui. Alors, les épuisements, c'est deux textes. Le mot épuisement ne se met pas au pluriel, jamais. Mm. On dit épuisement et c'est tout. Là, il y a deux portraits de femmes, Oui. parce que l'épuisement, il y a celui d'où l'on revient, et Mm. puis il y a celui d'où l'on ne revient pas. D'accord. Alors, celui, je ne vais pas disséquer, il y a deux portraits de femmes, notamment un portrait qui met en scène une île à l'ouest de l'Écosse, les Hébrides extérieures. Mhm. Je conduis le lecteur jusque là-haut, puisque la démarche de la narratrice et celle du voyage est une quête. Dans le deuxième Mhm. récit, il y a, bon, l'action se déroule en Haute-Provence toujours, mais pas seulement, puisque les personnages ont une vie cabossée. J'aime beaucoup les cabossés de la vie. Oui, Je m'y frotte beaucoup oui. et Ils ça ont me plaît. énormément de choses à raconter.
de les écouter. Donc, je fais intervenir dans les épuisements, dans le deuxième récit. Dans le premier récit, c'est une fille qui est, enfin une femme, la quarantaine, qui est cabossée par la vie, mais d'une certaine manière. Oui. Alors, c'était mon but, c'était mon objectif, c'est de mettre en scène l'épuisement. Alors, c'est pas du tout un essai, hein. Ce sont deux histoires très difficiles. Ouais, mais en fait, je vois là où tu veux en venir, donc dans l'épuisement. Dans l'épuisement. Et curieusement, la personne qui ne revient pas, non pas de l'épuisement lui-même, mais de bien d'autres choses. Donc, c'est mené comme une enquête dans les deux récits de les épuisements. Alors, bien sûr, récit autofiction. Ah oui, parce qu'il y a toujours beaucoup de personnel, hein, bien sûr. Et je pense que Gilles a dû mettre récit autofiction. Je m'en suis rendu compte quand le livre est arrivé, autofiction. J'ai mis... Quand tu parles d'Angleterre et que tu es prof d'anglais, forcément tu connais les choses. Tu sais où tu es. Bon. On ne peut pas écrire sur ce qu'on ne connaît pas, je crois pas. Je crois pas. Mais c'est mon point de vue. Hein. Et là, c'est le bébé. Alors ça, le bébé, c'est le dernier. Hein. Ma grande Noël, un très beau livre, hein, vraiment, nombre 7, bravo, soignez les couvertures, un joli travail, et puis des gens sympas et compétents. Alors là, pendant des années, la nuit de Noël, j'écrivais la lettre au Père Noël sur un papier craft grand comme ça. Et je la laissais, cette lettre, elle était cachée bien sûr. Et la nuit de Noël, je mettais sur le banc à l'extérieur pour les reines des carottes, des friandises, une bière pour le Père Noël. Et puis, à minuit, on retrouvait un sac énorme de jute et il laissait cette lettre à lire. Et un jour, lointain, Pierre me dit, mais tu as vu que tu as toutes ces lettres enroulées? J'en lis une, deux, et je me dis, mais c'est parfait, je vais faire un... Et alors, j'ai choisi effectivement mon premier petit-fils, qui a 20 ans dans le livre, et sa grand-mère vient de mourir, et il commence à se remémorer toutes ces fêtes comme elles étaient. Avec non seulement les fêtes, mais ce qu'elle faisait, cette grand-mère, elle l'emmenait en Russie, elle l'emmenait en Italie, elle l'emmenait partout, elle l'emmenait au pompage, elle avait un ami là-haut, un berger, et il l'a enchanté, elle l'amenait en Angleterre, elle l'aidait. Alors, il y a des moments de pure tragédie, de pure tragédie. Et il y a des moments d'une douceur extrême. Et cette grand-mère qui meurt, le petit-fils a 20 ans, il fait une garde à l'hôpital et il va commencer à écrire après elle. Et c'est un livre de la transmission. Je l'ai soigné dans cet esprit-là, de la transmission. Voilà. Dès que tu as commencé à parler, j'avais des frissons parce que j'imaginais en fait. Je pense qu'il va faire partie de ma liste de Noël, celui-là. C'est un bouquin qu'on m'achète pour Noël, effectivement. On m'achète pour Noël. Mais alors, c'est idiot parce que Noël dure toute l'année. Parce que ma grand-mère, hein, c'est ce garçon de 20 ans qui parle, hein, et de Noël. Pourquoi? Parce que ce sont ses lettres parchemin qu'elle lit, où elle règle les problèmes de l'année et les problèmes avec les personnes. Alors, il y a toutes sortes de choses qui apparaissent dans ces lettres. Et puis, il y a le quotidien de ce garçon avec la fratrie et cette grand-mère qui est très, très, très originale, qui prend la voiture, c'est sa maison, la voiture. Alors, il y a effectivement sur le site des enregistrements, j'ai tenu à ces enregistrements, parce que la voix, pour moi, compte beaucoup. Je m'intéresse beaucoup à la musique, mais je chante aussi, et je pense que la voix est un moyen, avec ses intonations, de persuader l'autre, de l'intéresser. Et avec des enfants, je fais beaucoup d'improvisation avec les petits, j'en ai fait au collège. Une improvisation permet de dire quelque chose différemment. Tu ne vas pas dire de la même façon, c'est la police. Tu vas dire, c'est la police. Ou alors tu vas dire, c'est la police, putain, c'est la police. Ou alors tu vas dire,
La police est là, c'est la police enfin. Oui, Voilà, voilà, tout à fait. c'est L'intonation. Mm. D'accord. Mais oui, là, je te connais et je te redécouvre. Lequel de tes livres est ton préféré? Alors, préféré, je n'en ai pas, hein. Si ça, chacun a été mon bébé à un moment donné. Mm. Alors, il y a des livres qui me font pleurer parce que je revois les moments vécus. Oui, Et ils sont nombreux, ils sont nombreux. Des livres, je ne peux pas dire que j'ai un préféré. Je les présente tous avec le même engouement, le même. Non, honnêtement, je ne peux pas te répondre, Coralie. Les autres ont peut-être répondu, je ne peux pas. d'accord. Bon, ben, tant mieux. Je veux dire, quelque part, c'est bien d'être fière et autant amoureuse de ce qu'on a pu faire et de ce qu'on a pu Je suis pas réussir. amoureuse de ce que j'ai fait, mais il y a à l'intérieur des livres des Mm. personnes, des personnages, Oui. et des personnages, bien sûr, parce que c'est de la fiction, mais des personnes Mm. derrière. Mm. Et pour ça, pour cette raison-là, je ne peux pas préférer un tel, un tel. Non, je ne Oui, suis pas fière, de fierté basique, mais je les entends. Je les oui, entends vivre. oui, C'est voilà. Ouais, d'accord. Non, c'est vraiment magnifique. Donc, je voudrais savoir si tu improvises au fil de l'histoire ou si tu connais à l'avance la ligne directrice que tu vas suivre. Alors, je prends ton deuxième argument. La ligne directe, je la connais bien sûr. J'écris avec une idée en tête. Je Mm. sais où je veux en venir. La Oui. conclusion, je sais de quoi elle sera faite. Je ne sais pas comment je la ferai, mais de quoi elle sera faite. La ligne, je la connais. Mm. Euh, le sujet, je le connais. Le Mm. titre, je le connais. Mm. Mais en revanche, je ne sais pas comment je vais arriver à ça. Dès l'instant où tu touches l'histoire avec un grand H, Mm. lorsque tu te renseignes, et parfois ça prend 2 ans, le dernier, ça m'a pris 3 ans pour le faire. D'accord, Hein. oui. Je travaille sur le front Oui. de 1914, tu penses bien que je ne vais pas dire des choses hasardeuses. On est Donc, d'accord. c'est ce travail qui me mène 2 chapitres après 2 chapitres à construire. Et parfois, j'ai des surprises. Je dis non, là, à cette époque-là, ça n'existait pas, ça. Mm. Tu vois? Mais Ok. je sais je sais où ma fin, ce que sera ma fin, notamment dans les polars. D'accord, ok. Je ne sais pas combien de gens périront en route, Ouais, mais je sais au moins, que tu sais que moi, je suis pareil. Il y a des moments, je me lève le matin, je suis pas de bonne humeur et je me dis, tiens, celui-là va mourir aujourd'hui. ah tiens, bon, c'est pas innocent, hein. Non, mais il y a des gens qu'on a envie de faire mourir, mais Ouais, c'est pas ouais. envie, c'est que c'est justifié, c'est justifié. Oui, voilà. Alors, il y a une chose que je voudrais dire, et les auteurs peut-être le font aussi. Moi, 2 chapitres après 2 chapitres, je fais lire et à Pierre et à une copine, une bonne amie qui habite en Corse. Mm. Et c'est là que j'ai le retour. On me dit, là, tu as mis un personnage en trop, là, tu ne devrais pas, là, c'est bien, continue sur cette voie. Ouais, Et j'écoute, d'accord. parce que j'ai un mari absolument couperet. D'accord? Oui. Mm. Voilà. Donc j'avance comme ça. Non pas que je suis assez sûre de moi en général, mais je veux que les premiers lecteurs me disent le retour, me donnent un retour. Oui, tout Voilà. à fait. Non, Et non, puis c'est les incohérences du texte. Là, tu as mis une sœur, alors que là, tu dis qu'elle n'a pas de sœur. Bon, voilà. Mm. C'est ça. D'accord, ok. On va parler de la publication maintenant. Comment t'es venue l'idée de te faire publier? Alors, moi, je ne l'avais pas, cette idée. C'est mon conjoint qui m'a dit un jour, écoute, tu écris beaucoup, il faut que tu cherches un éditeur. Donc, je me suis adressée à 2 éditeurs, non, 3 éditeurs parisiens pour le premier. Oui. 2 éditeurs m'ont refoulé. Mm. Le troisième éditeur m'a écrit en me disant, je vous tenais là un très très bon texte. Il y a certaines choses que je voudrais vous faire changer. Donc je reprends le texte. Déjà, j'avais les crocs. Mm. Changer le texte, bon, si tu l'as écrit comme ça, c'est pas pour une bonne raison. Ah, bon, tu sais, bon. Un éditeur qui a pignon sur rue. Hein, Mm. bon, vous donnez un bon texte, il faut que vous le changiez là, là et là. Ouais. Je me mets au travail, rage à l'âme,
et j'envoie mon manuscrit. Ah, finalement, non, c'est pas ce qu'on attendait. Mais qu'est-ce que vous attendiez? Qu'est-ce que vous attendiez? Oui. Alors, échaudée par ce premier envoi, je dis à Pierre, moi, le suivant, je chercherai des éditeurs un peu plus humains. Je ne vais pas aller à Paris, perdre, parce qu'il faut être parrainé, je pense. Pierre me dit, tu as tout à fait raison. Bon, c'est pas moi à Paris, j'y vais souvent, hein, je veux dire, bon, on a un TGV en 2h50, on est à Paris. Donc, Oui. c'est pas... Mais c'est la réception. Nous ne sommes pas parrainés. Si j'étais parrainée, peut-être que je serais chez un éditeur, je ne mets pas de hiérarchie, mais chez un éditeur à la porte duquel j'ai tapé. Mais bon, voilà. C'est un parcours, j'ai entendu Max, c'est un parcours, pas de combattant, mais c'est un parcours. Alors, j'ai eu des refus de petites maisons d'édition. Mais pourquoi? Parce qu'elles éditent 4 livres par an. Et elles en reçoivent 150, 200. Donc, moi, je comprends ces petites maisons d'édition. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que donc, ouais, pour en revenir à la question suivante, c'est donc, c'est pas facile d'être publié en fait. Bon. Et c'est pour ça qu'il y a tant de personnes, tant de structures qui naissent en disant donnez-nous votre manuscrit, nous vous ça, c'est alléchant ça. Moi, je n'ai pas voulu souscrire à ça. J'ai pas voulu sortir un seul euro, même si j'achetais des livres, hein, mais donner, non, je ne veux pas être à compte d'auteur du tout, du tout. Mais bon, ça c'est sa volonté. Hein. Ah oui, 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 tout à fait. Mais tu as tout à fait raison. On va parler ressenti. Alors, je sais que tu as fait passer énormément d'émotions aujourd'hui et ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je voudrais savoir, qu'as-tu ressenti quand ton premier livre a été publié? Alors, c'est pas quand il a été publié que j'ai ressenti. C'est un dimanche soir, quand l'éditrice m'a appelée, me dit voilà, je suis Murmure des Soirs en Belgique, vous avez envoyé le manuscrit, j'ai tardé, hein. Finalement, je vous le prends, votre livre. Et ça, boum, ça a illuminé mon dimanche soir. Parce qu'il avait été refusé 2 fois, donc 3 fois à Paris. J'avais tenté rien d'autre. Et je m'étais dit, moi qui adore le sac à dos et passer la frontière, je m'étais dit, je vais chercher une maison d'édition à l'étranger. Et j'ai envoyé mon dernier manuscrit à une maison de Milan. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas quand j'ai ouvert le carton comme Max, non. C'est vrai que lorsque je touche, parce qu'il y a un côté tactile, quand je touche la couverture, elle est très belle, c'est un bel objet, un livre est un bel objet. C'est à ce moment-là que j'éprouve quelque chose de sensuel, hein, quand je touche cette couverture, ou celle-ci, ou quand je vois les mots s'animer, quand je vois la photo de mon petit-fils. Alors, pas Christophe, mais Gilles m'a dit « Oh, vous n'auriez pas dû choisir cette photo. » Quand je vois cette couverture, qui est une peinture qui a une histoire, une peinture des années 30, qui a été offerte à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, parce qu'il hébergeait ce peintre qui avait une maîtresse à côté, tout dans le secret, et lui laissait des toiles. Donc voilà, le plaisir du livre, il est là. C'est quand je les touche, ces livres. Quand je les touche. Là, c'est vraiment le pays de mon père, la Camargue, c'est le pays de mon père. Quand je vois ça, vraiment, c'est Oui, une voilà. et c'est vrai que les épuisements, alors là, c'est le graphiste de Nombre 7, qui on ne trouvait pas de couverture, ça ne me plaisait jamais, et qui a, alors c'est Emeline, et je la remercie beaucoup. Emeline est une fille très très fine, qui a certainement beaucoup discuté avec le graphiste en disant, mais il est question de temps, ce temps est pesant, et elle m'envoie ça. Je dis, mais c'est pas vrai, elle l'a vu. Oui, voilà. Ah oui, oui, tout à fait. Merci Oui. à Emeline, vraiment. Et aux autres, bien sûr, hein, ils font du travail puisqu'ils sont là derrière. Donc, Emeline, si vous nous entendez, merci beaucoup pour votre travail, sincèrement. Donc, que pense ton entourage de tes livres et est-ce qu'ils te soutiennent? Donc, bon, tout à l'heure, tu as parlé de ton mari et de ton ami, mais est-ce qu'ils te… mais en général, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ce que tu fais?
Alors, mon mari m'a prise au sérieux tout de suite et je vais dire pourquoi. Parce que quand je lui ai beaucoup écrit, jeune, beaucoup écrit. Il a conservé toutes ses lettres. Et quand je lui ai montré le premier manuscrit, il me dit, enfin, tu écris. Eh ben, c'est pas trop tôt. Et il Ah, m'a suivi pas à pas, pas à pas. ouais, Et plus que suivi. Il me suit dans tous les salons, il sait que ça m'est pénible de parler et de prendre la voiture après, donc il est toujours avec moi. Alors, c'est lui qui fait mon agent, hein, vraiment. Donc lui me soutient beaucoup. Alors effectivement, ma mère n'y a jamais cru, par exemple. d'accord, ouais. Alors que ma mère, je n'ai jamais suivi son sentier puisqu'elle peignait et bien, et je n'ai pas voulu peindre. Je voulais faire les beaux-arts enfant, mais bon, Mhm. donc j'ai pas pris ces sentiers à elle. Et quand le premier livre a été publié, je lui ai dit, maman, tu avais besoin d'écrire. Euh, je pense que elle se disait qu'il y avait du règlement de compte là-dessous. Mhm. Quand on écrit, il y a forcément des choses qui se... il y a un auteur italien qui dit, pour faire une nouvelle, hein, pour écrire un récit, il faut prendre un point culminant de sa vie, Mhm. et là, c'est clair, hein, tout ce qui a précédé et tout ce qui s'annonce. Mhm. Et c'est vrai. Oui, C'est très c'est très vrai. Et la nouvelle, alors là, je suis sur des nouvelles, hein, j'aime Mhm. beaucoup la forme. La nouvelle, c'est ce petit bijou qui peut devenir du jour au lendemain un roman, un récit, un polar. Et ça, ça a une force considérable. Et c'est pour ça que le prochain sera un recueil de nouvelles. D'accord, ok. J'ai Le hâte. prochain, le dernier est un récit d'homme, hein, celui que je viens de terminer. Euh, je, Là, en fait, tu réponds à la question que j'allais te poser par la suite. Donc, si tu continues à écrire et donc tu vas continuer à te faire publier alors. je pense, si je trouve une maison d'édition. Une Oui. maison Alors d'édition. là, je cherche une maison d'édition. Bon, Christophe, ça ne va pas lui plaire. Gilles, il est plus ou moins au courant. Je cherche une maison d'édition dans l'Est de la France parce que le dernier que je termine, là, Mhm. c'est un récit d'homme et ça touche à tout ce qui est le secteur de l'Est. D'accord, ouais. Donc, tu veux vraiment que ce soit. L'autre côté français. Donc, je voulais taper à ces portes-là, mais je n'exclus jamais. Mais tu vois, l'objectif, c'est le lieu. Oui, en fait, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où tu veux vraiment toucher au niveau local. Donc, il faut que ce soit au plus Local, près. puis cet Est qui est oublié de nous, hein, de chez nous. Dans ma grande Noël, il y a un enfin, j'ai soigné un passage sur l'Est, sur Strasbourg, Ouais, euh, avec une description. Alors, je peux dire, je mets j'ouvre une petite fenêtre sur la description qui est très importante. ouais, Alors, oui, c'est pas une description à la Balzac, une description aux auteurs du 19e siècle du tout, ouais. mais une description qui, en quelques lignes, donne une ambiance. Je me souviens dans un des textes, Mhm. ma grand-mère, quand j'étais enfant à Arles, m'a menée sur la statue de Niobé, Oui. la fontaine de Niobé au Jardin des Lys. Cette femme éplorée avec tous ses enfants morts autour d'elle. Et chaque fois, nous allions là-bas. Mhm. Et j'ai appris plus tard pourquoi. Elle avait perdu un enfant et sa promenade était celle-ci. Et donc, je l'ai mis dans ce livre. Alors, ça 10 lignes, pas plus, mais une description qui Oui. correspond à des battements de cœur précis, ou des battements de temple et des soucis réels, une douleur. Oui. Mais la parenthèse. Parce qu'il fallait que je le dise. D'accord, ok. Non, mais si, c'est important justement pour peut-être permettre au lecteur de comprendre un peu mieux le pourquoi. Ah oui, bien sûr. Le pourquoi. On va arriver à la fin de cette jolie rencontre, de cette émouvante rencontre. Est-ce que tu aurais un dernier mot?
À me Un dire, à dire au lecteur. À dire au lecteur, écoutez, écrivez, écrivez, ce qui vous passe par la tête. Alors les mots seront maladroits au début, mais après ça viendra, ça viendra. Et je vous assure que, cher lecteur, puisque je m'adresse au lecteur, je vous assure que ça vient, que ça vient, que les mots viennent. Et vous vous étonnez quand vous êtes au bas de la page de ce que vous avez écrit. Ma petite fille vient d'écrire, elle a 9 ans, elle vient d'écrire un récit, alors bon, conseillé par moi, corrigé par moi, elle l'a écrit toute seule, c'est magique. Donc, on peut écrire à tout âge, on peut écrire à tout moment de sa vie. Il y a un petit bémol que je dirais simplement. Je fais partie de ces générations de gens à qui on a dit, répété au lycée, surtout, ne dites pas je, ne dites pas moi. Et donc, je l'ai intégré. Je l'ai intégré. Oui. Donc, à un lecteur, je dirais, ne parlez pas de vous à la première personne. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ou il m'est arrivé ceci, cela. Mais optez pour un personnage qui va le dire pour À vous. votre place. Voilà, exactement. Troisième personne ou la première personne. Lui parlera de lui, ce sera un personnage. Voilà. Mais ne vous exposez pas en tant qu'auteur. Ça n'intéresse pas, ça n'intéresse personne, votre vie. Non. Si vous racontez au lecteur une histoire, alors là, il va vous écouter. Oh, exact, mais c'est tout à fait ça. Ce sera vous peut-être, mais ce sera le personnage que vous habillerez de bons sentiments ou de mauvais sentiments, hein, mais il sera affublé, ce sera un personnage un peu comme un Jacquemart dans le beffroi ou comme des marionnettes, mais c'est vous qui vous mettez derrière. Ne dites pas je, ne dites pas moi. Oui, d'accord. Eh ben, on va en finir sur ces jolies paroles. Je te remercie énormément, Elisabeth, pour le temps que tu m'as consacré pour m'avoir présenté tes livres qui sont des parties de ton cœur qui m'ont énormément touchée. Je te remercie sincèrement. Donc, vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo d'Elisabeth l'ensemble des liens pour pouvoir avoir accès à ces livres, donc pour pouvoir les acheter. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Et je te souhaite, Elisabeth, une vie pleine de bonheur et d'amour. Et merci. Écoute, je te souhaite la même chose et je te remercie pour le temps que tu as passé avec moi et que tu passes avec tous les auteurs. J'ai visionné des vidéos, hein, des YouTube. Merci pour nous, merci. Et soigne-toi, prends soin de toi. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.